Bien, on va parler ce soir du Tchad et de la Centrafrique. La tension monte à la frontière sur front de rivalité franco-russe. Nous serons du côté de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo pourrait être de retour le 17 juin prochain. C'est son parti, le FPI, qui en a fait l'annonce. Au Mali, le M5 veut manifester le 4 juin prochain. Et le dernier sujet, ce sera le Togo. On parlera de l'inflation. L'agence de sécurité alimentaire, l'ANSAT, a lancé la riposte en ouvrant ses stocks. On va bien évidemment aujourd'hui, Pasteur Edo, je promets, on n'oubliera plus le social. Bonsoir, Pasteur. Je pourrais même commencer par le social si tu le veux bien. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau avec Dimas. Et je pense que les téléspectateurs, les téléspectatrices seront bien servis en débat contradictoire. D'accord. Nous étant nous-mêmes toujours égal à nous-mêmes. Bonsoir Dimas. Bonsoir Pasteur Edo. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près et de loin, particulièrement M. Taïro depuis New York, un compatriote, un beau frère, qui nous suit de très près. Je peux commencer un tout petit peu en parlant de ce qui se passe chez moi encore dans la veille. Principalement ou particulièrement dans le village de Agoudia-Badia, où pratiquement toutes les terres sont vendues. Oui. Des gens qui travaillent depuis des années, des décennies, leurs arrière-parents, leurs arrière-grands-pères, leurs parents directs, eux-mêmes, ils ont toujours travaillé sur un terrain, une parcelle. Et à chaque fois, ce qui se passe actuellement, c'est que les cultivateurs se retrouvent sur leur parcelle et puis retrouvent d'autres figures qui les occupent déjà, ou bien ils sont en train de travailler et puis on vient leur dire que bon, mais c'est vendu. Et c'est malheureusement celui qui s'était proclamé chef du village en dehors de toute la législation togolaise et avec l'appui illégal du préfet de la localité, puisque pour pouvoir appuyer tout cela, son arrêté de reconnaissance lui a été remis dans les locaux de la préfecture, alors qu'il devait régner sur la communauté d'Agoudia-Badia. Très loin de cette communauté, on lui a remis un arrêté dans les locaux de la préfecture. Et c'est lui qui se permet de vendre systématiquement, il est à la tête d'un réseau pour vendre systématiquement les terrains d'Agoudia-Badia. Tout est vendu. Tout est vendu. Et les populations ne savent à quel sens se vouer. Celle qui avait pris le devant pour pouvoir dénoncer cela était arrêtée. Le pasteur Edo, vous avez beaucoup fait pour sa libération. Et tous ceux qui veulent lever le petit doigt sont intimidés, arrêtés, alpagués, envoyés directement en prison sans autre forme de procès. C'est vraiment dommage pour notre préfecture et malheureusement ce n'est pas le seul endroit, mais c'est l'exemple type de la préfecture. C'est une préfecture vraiment malade. Nous sommes oubliés puisque nous disons tous là, l'administration centrale ne dit absolument rien, le gouvernement ne dit rien, le ministre ne dit rien. À la limite, on peut dire que le ministère de la décentralisation est complice de tout ce qui se passe là. Donc je voudrais juste appuyer ce qu'il a dit, parce que nous-mêmes, nous sommes déplacés à Agoudia-Badia pour constater les faits. Où on nous a présenté un jeune homme qui a été amputé de son bras, qui est là. Je peux vous faire écouter sa vidéo. On l'a interviewé. Parce qu'on voulait prendre sa parcelle, son terrain. Et on a même pris, on a vendu. Voilà. L'argent, il a refusé. On lui a dit de venir prendre l'argent. Il a refusé. Je ne sais pas si hier, si avant-hier, il est allé prendre l'argent. L'argent est resté quelque part jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, nous sommes transportés à Agoudia-Badia et on a constaté les faits et les gens se plaignent. Donc, pour nous, c'est une occasion pour lancer cet appel au gouvernement togolais et au ministère en charge pour que Agoudia-Badia et ailleurs, d'autres contrées où les terres se vendent au jour le jour et très prochainement, dans quelques années,
les Togolais seront même étrangers, parce que la plupart sont les étrangers qui achètent des terres. Et donc, voilà, c'est préoccupant et cela inquiète. Donc, au même moment, Samuel, juste pour dire que nous sommes au XXIe siècle et les balayeuses de rue. Ça veut dire qu'on n'aura plus de temps pour le social, hein, parce que c'est ce que vous êtes en train de vider ici déjà. On ne doit plus continuer par entretenir nos voies avec des balais de mon village. Des balais épuisés pour s'exposer et à des heures de pointe où ces femmes malheureuses... C'est ce que je ne comprends pas, parce qu'ils leur demandent d'aller sur la route à ces heures-là. C'est la société qui les emploie. Oui, mais il faut qu'on soit raisonnable, parce que mettez les gens sur la route à 11h30, à midi où la circulation est très dense. Des mesures pour que dans les contrats, des heures soient bien précisées et que des matériels... On ne va pas fatiguer ces bonnes femmes-là qui ne gagnent absolument rien. Perdre leur vie comme ça, ce n'est pas normal. Oui, il y a eu un décès. Ces femmes-là à côté, au niveau de GTA. Mais c'est dommage. Donc, ces sociétés-là qui emploient les gens. Donc, pour nous, je crois que c'est l'occasion pour toutes les communes que les contrats soient révisés, soient réformés et que des matériaux de travail soient vraiment modernisés. Des balais, regardez des balais, les balais de ma maman avec lesquels on balaie. Elles sont surexploitées. Surexploitées et à des heures de pointe. Je crois que c'est... Elles ont un syndicat? Oui, naturellement, il y avait un syndicat entre-temps, mais je ne pense pas que le syndicat est fonctionnel. C'est grave, vraiment. Ces femmes-là, il faut quand même qu'on revoie leur position. Est-ce que ces femmes-là savent revendiquer leurs droits? Non, je crois qu'il faut les aider à revendiquer. Il faut les accompagner dans le sens. Il faut les accompagner. Les conditions sont minables, les conditions sont minables et les conditions de vie, de travail. Vraiment, ce n'est plus de notre époque. Il faut des brouettes maintenant pour que les gens puissent balayer la route. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle et ça ne nous... D'accord, merci. On va continuer maintenant avec le premier sujet. C'est le Tchad et la Centrafrique. Le Tchad a accusé l'armée centrafricaine d'avoir tué dimanche 6 de ses soldats, dont 5 enlevés et exécutés dans l'attaque d'un poste frontalier sur son territoire, dénonçant un crime de guerre qu'il ne laissera pas impuni. La Centrafrique, de son côté, assure que son armée poursuivait à la frontière des éléments d'une coalition rebelle qui voulait, depuis décembre, renverser le pouvoir avant d'être repoussée et presque défaite grâce à l'intervention massive des paramilitaires russes. Le ton monte donc entre les deux pays, même si du côté de la Centrafrique, on tente de jouer l'apaisement. On sent que le Tchad, le puissant voisin d'Imas de la Centrafrique, n'est pas dans cette logique. Est-ce que c'est un incident au-delà de la version que présentent les deux pays? C'est un incident qui risque d'être exploité autrement? Mais bien sûr, on craint fort. S'il n'y a pas une diplomatie agissante, ça risque de s'exploser, d'autant plus que il y avait déjà tous les ingrédients qui étaient annoncés. Vous savez, juste après le décès du maréchal du Tchad, décès présenté, selon l'opinion, comme un assassinat, des voix se sont levées déjà pour dire que, vu son dernier discours, en tout cas ses derniers discours, on sent qu'on lui avait confié une mission qu'il avait refusée et ce serait la signature de son arrêt de mort. Et j'ai entendu les confrères camerounais revendiquer cela en disant en quelque sorte que on avait demandé à Idriss Déby Itno d'attaquer le Cameroun pour déstabiliser le Cameroun. Il a refusé. Et donc, voilà, c'est pour cela qu'il a été tué. D'autres versions, d'autres confrères présentent les choses autrement actuellement pour dire que c'est plutôt à la Centrafrique qu'on a demandé de déstabiliser. Et qu'il aurait refusé, c'est pour cela qu'il a été tué. Et que le général Sassou Nguesso aurait été même mis à contribution. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne s'était pas présenté aux obsèques parce que, bon, ne voulant pas
lui aussi se compromettre auprès de la France, qui aurait confié cette mission à Idriss Déby. Ben, on est dans ces entrefaites quand il y a eu ces attaques-là. Le profil bas observé par la Centrafrique dans cette affaire démontre que la Centrafrique se reproche un certain nombre de choses. Parce que la version que présente la Centrafrique ne tient pas du tout la route. Soit disant qu'ils sont en train de poursuivre un groupe armé jusqu'au-delà des frontières et venir tuer des soldats tchadiens sur le territoire. Pire encore, faire prisonnier un certain nombre de militaires tchadiens qui sont retrouvés après mort, jusqu'à ce que l'ambassadeur du Tchad en Centrafrique puisse mener des démarches pour pouvoir récupérer les corps. Donc, ça veut dire clairement que c'est un crime de guerre. Moi, je n'aurais pas dit que c'est un crime de guerre, d'ailleurs, comme voulait le présenter le Tchad, la diplomatie tchadienne, ou bien les autorités tchadiennes. C'est plutôt des exécutions sommaires. Parce que je sache, le Tchad et la Centrafrique ne sont pas en guerre. En guerre, oui. Pour qu'on puisse parler de crimes de guerre. Ce serait en guerre et que les militaires tchadiens sont arrêtés et allaient être exécutés. Là, on peut parler de crimes de guerre. Mais ici, nous sommes en période de paix. Et ils sont venus arrêter les soldats en faction pour aller les exécuter. C'est des assassinats sommaires. C'est des exécutions sommaires. Je pense que c'est inacceptable. C'est tellement inamical, on ne devait pas se comporter comme ça. Alors, mais on peut aussi s'interroger parce que ici, c'est une situation où des Tchadiens ont été tués. Quel intérêt l'armée centrafricaine aurait à aller tuer des Tchadiens? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être méprise? Oui, en fait, est-ce qu'on peut les appeler des incidences? Ben, c'est des faits qui sont très graves, entre deux pays voisins qui ne sont pas en guerre, comme Dimas l'a dit tout à l'heure. Et c'est normal que le torchon brûle, la tension monte entre ces deux pays. Mais il ne faut pas aussi occulter le fait que dans cette histoire tchado-centrafricaine, il y a deux puissances qui se rivalisent. Il y a la France, il y a la France et la Russie. Vous avez écouté le président français sur le sujet. Bon, donc, c'est dit que, comme l'avions déjà dit dans cette affaire de l'occupation centrafricaine, de l'occupation du territoire centrafricain par les Russes, ça fait monter la tension autrement. Et une autre lecture est en train d'être faite à ces événements. Et on craint fort que les prochains jours, qui est de riposte. Vous savez, le Tchad est équipé, militairement équipé, donc aller pour l'armée tchadienne. C'est l'armée la plus aguerrie. Oui, c'est un défi. C'est un défi qu'il faut relever, parce qu'ils sont venus les provoquer à domicile en tuant le soldat et en faisant prisonnier quelques autres. Donc, avant de les exécuter. Donc, ce n'est pas un crime de guerre, mais c'est des exécutions sommaires, c'est des assassinats. Est-ce que c'est prémédité? Bon, c'est prémédité. À partir du moment où ils sont arrêtés, ils sont en détention. Mais justement, prémédité dans quel but? C'est ça la grande question. C'est quel est l'intérêt pour la Centrafrique d'aller provoquer le Tchad? J'ai juste évoqué ça, mais quel intérêt que l'armée tchadienne, l'armée centrafricaine puisse faire ça, puisse arriver à cet assassinat? Est-ce que les Russes veulent provoquer la France à travers le Tchad? Bon, personne ne saurait le dire. Mais ces incidents sont tellement graves, il va falloir une diplomatie très agissante qui puisse baliser la voie à un règlement pour que le Tchad ne riposte pas. Parce que, comme on le dit, en écoutant le gouvernement tchadien, c'est comme si il y aura une riposte, mais qu'est-ce que ça va donner? Bon, il ne faut pas que ça crée, et le Tchad
et la Centrafrique ne sont pas encore stables compte tenu de ce que nous sommes en train de voir justement, au niveau de cette frontière. Au niveau du Tchad, le ton est très militaire, hein, parce qu'ils disent que cette attaque ne saurait rester impunie. Je l'ai dit, la Centrafrique tente de calmer le jeu. Mais on s'interroge, elle dit qu'elle va diligenter une enquête. Le Tchad dit non, il faut une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Mais est-ce qu'il faut y voir une rivalité entre les deux puissances qui gèrent aujourd'hui ces deux pays-là? C'est clair. Les puissances antagonistes. Hein? Les fronts sont menés ces derniers temps par les forces russes présentes qui ont presque libéré la Centrafrique sur le territoire centrafricain. Tous les combats sont menés par les Russes là. Ils ont fait repousser les rebelles du CPC. Un peu partout, toutes les rébellions qui se trouvent en Centrafrique sont repoussées d'une manière ou d'une autre actuellement. Ils ont les feux aux fesses. C'est clair. La France ne voit pas d'un bon œil la présence russe sur ce terrain. Et je n'ai pas compris pourquoi la Centrafrique devait aller provoquer aussi le Tchad. Un voisin puissant. Je me dis qu'il y a eu quand même des incompréhensions là-bas. Ceux-ci, je veux parler des Centrafricains, ont musclé le ton jusqu'à démontrer leur force, vouloir en découdre avec les forces tchadiennes, peut-être accusés de protéger les rebelles d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce qu'il y a eu peut-être des replis. Oui. Et là, mais là où personne ne comprend la situation, c'est qu'en faisant prisonniers les forces de sécurité, c'est-à-dire une partie des éléments des forces de sécurité. Ils les ont considérés comme des rebelles. Oui, on ne devait pas les exécuter. Voilà aussi ça. C'est ça. Et c'est là où tout va. Si c'est uniquement au niveau de la frontière où il y a eu des échanges de tirs, on peut comprendre la position de la Centrafrique. On peut vouloir dire que c'est peut-être voilà, les forces tchadiennes voulaient protéger les rebelles et il y a eu ces échanges. Il y a eu des dérapages dans la riposte. Ça pourrait se comprendre. Mais faire déjà des gens prisonniers et les exécuter, c'est là où c'est inadmissible. D'accord, messieurs, marquons la première pause si vous voulez. On revient en parler. Il fallait préserver leur vie.